à cause des résidus du caisson qui adhéraient toujours à la surface. Un très gros travail de meulage et d'amincissement l'attendait si elle poursuivait l'aventure. Brandon présenta à son tour son copie née des ressorts de trampoline. Les juges inspectèrent l'acier et constatent qu'il avait fière allure, ne présentant absolument aucun défaut ni fissure apparente. Néanmoins, le tranchant n'était pas parfaitement droit et il allait falloir rectifier cette courbure parasite lors de la prochaine étape. De plus, son manche en acier était jugé plutôt très fin pour l'instant, et il lui faudrait impérativement y ajouter du volume pour assurer une bonne préhension. Malgré ces remarques constructives, le jury salua un beau travail d'ensemble. Matt ferma la marche avec son Scramasax. Le jury apprécia immédiatement la forme très agressive et moderne de la lame. En revanche, le manche fut jugé beaucoup trop imposant et lourd par rapport au reste de l'arme. Les juges lui signifièrent que s'il accédait à la prochaine étape, il faudrait bien s'assurer de remédier à ce déséquilibre pour que la prise en main soit la plus optimale possible lors des tests de maniabilité. En l'état, la lame était jugée jolie et très propre. Après une courte délibération, l'animateur reprit la parole pour annoncer le premier verdict de la journée. Il rappela que tous pouvaient être fiers du travail accompli dans des conditions aussi extrêmes. Mais la sentence tomba, le candidat qui devait quitter la forge sur le champ était Dottie. Un des jurés prit le temps de lui expliquer les raisons de ce choix, expliquant que même si elle n'avait jamais rien lâché, sa lame était celle qui nécessitait encore le plus de retouches structurelles pour devenir une arme fonctionnelle. Dottie accepta la décision avec philosophie et un grand sourire. L'animateur la remercia d'être venu montrer de quel bois elle se chauffait, avant de lui signifier que la compétition s'arrêtait ici pour elle. En quittant la forge, Dottie confia face caméra qu'elle comprenait tout à fait la décision du jury, bien qu'elle soit forcément un peu triste de partir si tôt. C'était déjà une grande victoire personnelle d'avoir réussi à présenter une lame finie après avoir utilisé le marteau-pilon pour la première fois. Cette élimination précoce n'allait en aucun cas la démotiver, car pour elle, la seule façon de progresser était de continuer à forger sans relâche. Et c'était précisément ce qui la rendait heureuse dans la vie. L'épreuve du manche bicolore et les astuces de forge. Les trois forgerons restants, Henry, Brandon et Matt, reçurent les félicitations d'usage pour leur qualification avant de prendre connaissance des modalités de la deuxième épreuve. L'objectif était désormais de transformer leur lame brute en une arme parfaitement fonctionnelle et d'en corriger les éventuels défauts géométriques constatés par les juges. Pour ce faire, ils allaient avoir un accès illimité à la réserve de bois et de métaux de l'atelier. Cependant, une contrainte technique majeure leur fut imposée. Le manche de leur couteau devait être obligatoirement bicolore. Les juges exigeaient 2 couleurs distinctes et bien visibles sur chaque côté du manche, précisant que le simple revêtement extérieur ne compterait pas dans l'évaluation de cette consigne. Une fois terminé, les couteaux seraient soumis à un test de résistance destructeur sur des structures de pogo stick, puis à un test de tranchant sur des tubes en caoutchouc synthétique. Le temps alloué pour cette épreuve était fixé à seulement 2 heures. Le chronomètre fut lancé sans plus attendre. Dans l'atelier, les candidats s'élancèrent vers la réserve pour concevoir leur stratégie. Interrogés sur la meilleure façon de réaliser un manche bicolore solide, les experts expliquèrent qu'il fallait privilégier une conception avec une soie pleine. La méthode idéale consistait à sélectionner les 2 matériaux de couleurs différentes, à percer un trou d'assemblage en leur centre, à étaler une généreuse couche de résine époxy entre les plaques, puis à appliquer une forte pression à l'aide de serre-joints jusqu'au séchage complet. Henry se réjouissait de sa situation. Ayant la chance de ne pas avoir à rectifier grand-chose sur la géométrie de sa lame grâce à sa forge initiale très précise. Il pouvait donc prendre tout son temps pour construire correctement son manche bicolore. Il profita du temps de séchage de la résine qu'il avait appliqué entre son bois rouge exotique et son érable clair pour retravailler les finitions de sa lame. En observant les établis voisins,
Les juges remarquèrent que Matt mettait immédiatement en application leurs conseils en réduisant la longueur de sa soie. C'était une décision sage. Car un couteau dont le manche n'est pas équilibré devient une arme dangereuse à manier. C'était aussi simple que cela. La soie d'origine de Matt était vraiment trop longue. En retirer un gros morceau lui laissait tout de même bien assez de matière pour repasser à la meuleuse et obtenir un manche parfaitement proportionné. De son côté, Brandon ressentait un petit coup de pression. Ses camarades lui avaient fait remarquer amicalement que son manche initial était beaucoup trop fin, ce qui risquait de lui coûter cher lors des tests de force. Il lui fallait absolument donner de l'épaisseur à l'ensemble. Pour résoudre ce problème esthétique et technique, il décida d'utiliser des intercalaires en cuir épais. Son plan consistait à glisser une couche de cuir de chaque côté, entre le métal de la soie et les plaquettes de bois bicolore. Cependant, il se heurta rapidement à une difficulté majeure lorsqu'il tenta de percer la soie d'acier pourrie. Installer les rivets de fixation. L'acier était si dur après la trempe que la mèche de la perceuse à colonne glissait sur la surface, sans parvenir à entamer le métal. Gardant son calme, Brandon activa immédiatement son plan de secours, qui consistait à percer la soie directement à la flamme du chalumeau à gaz. Cette technique thermique s'avéra bien plus rapide et efficace qu'avec une simple mèche de perceuse. C'était une manière très astucieuse de préparer l'acier à accueillir des rivets de fixation, à condition de savoir s'y prendre pour ne pas gâcher le traitement thermique du reste de la lame. De plus, Brandon confia en souriant que c'était un procédé plutôt sympa et spectaculaire à réaliser. Pendant ce temps, Brandon tentait également de redresser la légère déviation de sa lame constatée lors du premier jugement, ne pouvant pas se permettre de sacrifier de l'épaisseur d'acier par meulage. Il se rabattit lui aussi sur la solution du chalumeau pour chauffer localement la zone tordue et la redresser délicatement. Ce n'était pas une situation idéale alors qu'il ne restait plus que 90 minutes au chronometer global, attrapant des serre-joints robustes. Il s'efforça de contraindre le métal chaud pour corriger la déformation. Son effort porta ses fruits, la courbure parasite fut corrigée en grande partie, et pour le reste, la meuleuse d'angle se chargerait d'harmoniser les lignes de fuite. Matt, quant à lui, se retrouva en grande difficulté sur la perceuse à colonne de l'atelier. Les juges hochent la tête en constatant ces difficultés. Sa soie d'acier était devenue beaucoup trop dure à l'endroit précis où il devait percer ses trous d'assemblage. En le voyant secouer la tête de dépit, un expert expliqua qu'il devait absolument détendre son métal en le chauffant au chalumeau pour l'adoucir localement. Mais la véritable question était de savoir s'il avait encore le temps matériel de réaliser cette opération complexe. Pour ne pas ruiner le tranchant déjà trempé de son scramasax, Matt dut faire preuve d'ingéniosité. Il maintint la partie tranchante de sa lame totalement immergée dans un bac d'eau froide pendant qu'il chauffait la soie à l'air libre avec son chalumeau. Cette précaution indispensable visait à éviter à tout prix que la chaleur ne se propage au tranchant, ce qui aurait pu détruire sa dureté ou provoquer une casse nette de la lame lors des tests futurs. Matt eut de la chance, sa manœuvre audacieuse fonctionna parfaitement. Le compte à rebours et les premiers dégâts. L'animateur haussa la voix pour avertir les concurrents qu'il ne restait plus qu'une heure au chronomètre de l'épreuve. Henry affichait une sérénité déconcertante. Il était déjà en train de coller définitivement les composants de son manche alors qu'il disposait encore d'une heure complète devant lui. Il gérait la fin de l'épreuve dans une décontraction la plus totale, ce qui n'enlevait rien à la qualité remarquable de son travail. Estimant que sa résine